Bonsoir à tous, merci d'être avec nous ce soir. Je crois que cette émission est très attendue de la part des pros et des antis. J'ai pas envie de faire deux camps aujourd'hui. Je suis ravie de t'accueillir, Valérie, avec nous ce soir pour nous parler de la fraude du nom légal ou la fraude du nom. Certains l'appellent la fraude du nom. On va parler droit naturel, on va parler droit civil, on va parler code des obligations, code continental, droit continental, etc. La personne, l'être humain, on ne sait plus trop où on est. Et on compte sur toi, Valérie, pour nous éclairer sur toutes ces notions, puisque tu es docteur en droit et même civiliste, que tu as fondé Révolu Droit, je vous rappelle, un site sur lequel je vous invite à aller jeter un coup d'œil, que tu es une chercheuse indépendante et que tu es analyste géopolitique juridique, juriste ou juridique, je ne sais plus, je me perds dans les termes, en tout cas que tu en connais un rayon sur tout ce qui est droit et que tu as fait des analyses assez poussées sur la question. Je sais que tu t'insurges régulièrement sur la question de la fraude du non légal. On a changé le titre et je tiens à m'excuser parce que ça part en partie de moi, ce titre, la fraude de la fraude du non légal. Je l'ai soumis à Valérie, mais c'est moi qui l'avais initié. Donc, je l'ai retiré, je l'ai changé en la fraude du non légal en question, soyons plus soft, et puis surtout, permettons de concilier toutes les idées, surtout quand elles sont bonnes et qu'elles marchent. Donc Valérie, bienvenue à toi, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir Chloé, merci de m'avoir invitée et on va aborder à nouveau, je vais aborder pour la xème fois ce sujet qui devient litigieux, qui est un sujet litigieux. Et il est litigieux pourquoi? Parce que malheureusement, une grande partie des gens ne connaissent pas le droit, ne savent rien sur le droit, et en particulier les ressortissants européens ne connaissent pas leur système juridique. Je dirais que tout a été trop cloisonné, les connaissances sont trop cloisonnées, et puis effectivement, notre système de droit est très, très attaqué de tous les côtés depuis toujours. Donc justement, il y a un moment où, à force d'être attaqué, soit on disparaît, soit on s'insurge, on se rebelle et on remet des limites face à nos attaquants. Voilà. Voilà. Alors, et ça fera partie des sujets, justement, tu vas nous donner des clés, des pistes pour justement ne pas se laisser faire, parce que c'est pas parce qu'on conteste ou qu'on remet en question la fraude du non légal qu'on est évidemment pour le système, c'est loin d'être le cas. Valérie, donc moi j'aimerais comprendre, j'aimerais que nos auditeurs comprennent ce que tu as à opposer aux personnes qui mettent en avant régulièrement la fraude du non légal. Alors, Chloé, j'ai à opposer deux choses. La première chose, c'est que ces initiatives viennent du système de droit anglo-saxon. C'est-à-dire que les oppositions à disons que les oppositions qui sont manifestées par la fraude non légale sont légitimes dans le cadre des juridictions qui relèvent du droit anglo-saxon, donc des pays qui relèvent du droit anglo-saxon. Maintenant, nous, sur le continent européen, dans une très large mesure, j'accepte évidemment l'Angleterre, nous étions des pays traditionnellement de droit civil, de droit écrit, de droit d'origine, droit continental. Donc ce sont deux systèmes de droit tout à fait différents, opposés et en particulier opposés par les valeurs qui sont sous-tendues par chacun des deux systèmes et qui n'ont pas coexisté, mais qui ont, disons, sur des territoires différents, coexisté, mais sur des territoires différents, donc il n'y avait pas de confrontation directe, jusqu'à ce que l'hégémonie commercialiste anglo-saxonne veuille devenir totale, envisage le gouvernement mondial et donc se mette à vouloir empiéter sur sur le monde entier. Parce que, Chloé, je dois rappeler une chose, le problème que nous avons dans nos pays de droit continental se retrouve également en matière de droit international. Si tu te souviens bien, il y a les Russes récemment ont dénoncé le fait qu'il y avait une évolution de la règle de droit international pour la transformer en règles qui sont des règles arbitraires déterminées de façon unilatérale par une seule partie, qui ne sont évidemment pas décidées par tous les intervenants, les interlocuteurs. Et ce qui se passe au niveau international, nous avons affaire à la même chose au niveau national. Tout ça s'inclut dans la grande transformation, le grand reset, la grande réinitialisation pour instituer un gouvernement mondial avec des règles normalisées sur le modèle du droit anglo-saxon, qui est un droit commercial ou maritime d'essence esclavagiste. Voilà. Donc concrètement,
le droit anglo-saxon est en train de coloniser le continent. C'est en tout cas ce qu'ils essayent de mettre Ah en oui, place. le droit anglo-saxon est en train de coloniser, en tout cas, a pour volonté et a pour objectif de coloniser le monde entier d'une façon générale, de remplacer tout le droit international qui était bâti sur des règles de droit public, en tout cas des entités de droit public, transformer tout ça en entités de droit privé et de faire la même chose sur les pays, dans les pays qui étaient régis par le droit continental, c'est-à-dire qui avaient deux champs d'action différentes pour le commerce et pour les personnes hors du champ du commerce. Les personnes hors du champ du commerce, c'était la personne humaine, évidemment, la personne physique, et également la personne morale de droit public. Donc, tout ce qui relève du droit public, les États et toutes les entités territoriales et administratives qui échappaient au champ du droit commercial. Donc, qui échappent à la fois aux règles du droit commercial, en tout cas stricto sensu, en tant qu'elle s'applique à des personnes de morale de droit privé, et qui échappe au code des sociétés et toutes les dérivés qui s'appliquent aux sociétés. Donc, pour l'instant, on est encore un petit peu à l'abri de ce droit anglo-saxon qui rend tout commercial, on peut dire. Ah bah oui, complètement. On ne Nous, sait nous pas. sommes encore régis officiellement par le Code civil. Alors évidemment, ce Code civil, je ne peux pas te le cacher, est très attaqué, comme le droit commercial est très attaqué, comme le droit international est très attaqué. C'est-à-dire que il y a un vaste mouvement depuis 20 ans tendant à faire converger les règles de droit civil vers les règles de droit commercial. Donc c'est sa substance qui tente à être dissoute, si tu veux. Mais néanmoins, ils n'ont pas pu faire disparaître toutes les règles de droit civil qui sont fondées sur les règles historiques, millénaires, je peux dire un peu comme ça, grossièrement millénaires, du droit continental, issues des règles du droit naturel développées tout au long du Moyen Âge. Donc, effectivement, le Code civil est l'héritier direct de la fusion des règles du droit canon avec les règles de gestion des groupes et des territoires qui avaient lieu en matière de droit temporel, enfin de pouvoir temporel. C'est-à-dire que les règles du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel ont fusionné. Quand je dis les règles du pouvoir spirituel, c'est tout le droit canon, droit canonique, toutes les règles de droit canon, qui ont fusionné pour se transformer à la Révolution française en droit civil. Mais ce droit civil était porteur de toute cette histoire, de cette longue histoire fondée, je le répète, sur toutes les grandes doctrines élaborées tout au long du Moyen Âge par les grands penseurs de l'Église, et en particulier lesquels étaient en particulier issus du droit du clergé régulier. Et ce droit-là a été repris par, en tout cas, il est le sous-jacent du Code civil de 1804 que nous avons encore de nos jours, qui porte encore de nos jours le terme, enfin, qui s'appelle encore code civil, avec une cohorte de règles réfléchies, pensées, qui sont de moins en moins cohérentes, il faut bien le dire, parce que il y a eu une vaste opération de convergence donc, de ces règles avec les principes de droit commercial, en particulier sous les coups de boutoir du droit européen, mais pas seulement, aussi par les trahisons internes de tout un tas de personnel politique, juridique et collaborationniste, on est bien d'accord. Ceci étant, ils n'ont pas encore réussi à faire disparaître totalement le droit civil et les principes protecteurs de la personne et protecteurs d'un champ public qui échappe au champ commercial. Et ça, ils n'y sont pas encore arrivés. Donc, il est minuit moins une pour s'opposer à ça et réinvestir nos règles traditionnelles du droit qui sont la protection de la personne humaine et la protection d'un champ de droit, d'un champ d'activité qui soit hors du champ commercial, justement, par tout un tas de règles qui sont les règles administratives qui s'appliquent aux personnes morales de droit public, je le répète. Donc, ce que tu crains et ce contre quoi tu nous avertis, ce sur quoi tu nous avertis, c'est le risque de glissement et d'évaporation du droit civil derrière l'écran de fumée de cette disons que dans la mesure légal, où les gens, oui, dans la mesure où les gens ne sont pas conscients de cette opposition radicale de valeurs et de systèmes
parce que c'est 2 systèmes. C'est un système, c'est pas une seule règle, c'est tout un tas de règles qui fonctionnent ensemble. Donc Mmh. dans la mesure où les gens ne sont pas au courant de cette opposition, à la fois de valeurs et cette opposition systémique entre 2 concepts de droit, finalement 2 de façons de concevoir le droit, sachant que de mon point de vue, il n'y a qu'un seul droit, c'est le droit continental. Le reste, ce ne sont pas du droit, mais ce sont des règles, exactement sur le modèle de ce qui a été dénoncé au niveau international, des règles qui sont en faveur du développement hégémonique de des entités qui détiennent le pouvoir économique global. Donc d'un côté, vous avez ces règles, de l'autre côté, vous avez du droit. Si vous n'êtes pas au courant que ces 2 systèmes coexistent, qu'ils sont opposés de valeur, et que vous faites passer tous les fondamentaux du droit commercialiste sur le modèle qui existe chez nous, en voulant nier finalement tout ce qui a fait, tous les soubassements de la protection de la personne humaine et de la protection de l'État en tant qu'entité hors du champ commercial. Dans ces cas-là, vous faites le jeu de l'adversaire. Alors, avant qu'on continue, moi, j'ai envie de vous montrer l'article, c'est l'article 16, n'est-ce pas, du code civil qui parle à la fois de la personne et de l'être humain, parce que c'est quand même une question qui est récurrente dans les discours et dans les débats sur cette question de la souveraineté, en fait. Là, on a l'article 16 donc, du Code civil français qui dit « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. » Donc, dans la même phrase, on a personne, on a être humain, on a le respect, Ça ne on a change la rien, vie. en fait, ça désigne la même chose, Chloé. Voilà, c'est là où je voulais en venir parce que je sais on fait souvent de plus en plus la distinction entre la personne, le masque, la persona, et l'être humain. Et c'est Non, ça mais que… enfin, la personne humaine, dans notre droit, il y a cette distinction n'a de raison d'être qu'en droit anglo-saxon. En droit continental, en droit civil, la personne humaine, c'est pas une entité fictive, c'est la personne telle que toi tu es et telle que moi je suis. Cette personne, à partir du moment où elle est inscrite à l'état civil, prend sa place dans le groupe et a des attributs, ce qu'on appelle les attributs de la personnalité. Elle a des droits et elle a des devoirs. Voilà. Les droits et les devoirs sont une conséquence du fait qu'elle appartient à un groupe et que dans ce groupe, tu as, pour pouvoir coexister, cohabiter, il y a nécessairement des droits et des devoirs. Mais ceci étant, ça ne change rien au fait que la personne physique est une entité réelle et pas une entité fictive au même titre que la personne morale. Une personne morale est une entité fictive, mais une personne physique n'est pas une entité fictive. Donc, pas de différence entre la personnalité juridique et la personne humaine, La physique. personnalité juridique, c'est les attributs que le droit accorde au fait que tu es enregistré comme appartenant au groupe. Tu comprends? Mais ça ne porte pas atteinte à ta qualité de personne humaine. Enfin, c'est le fait que comme tu entres dans un groupe, eh bien, tu as des droits et des devoirs. Et basta, c'est tout. C'est ta place dans le groupe. Peu importe. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de sujet de ce point de vue-là. En droit continental, du moins. D'accord. Donc, dans le De la droit même façon continental. qu'en droit continental, l'état civil n'a jamais été une fiducie. Je rappelle quand même que la fiducie est Voilà. arrivée en droit français en 2007. L'état civil ne date pas de 2007, à ce que je sache. Hein. La L'état notion de civil fiducie dans le Code civil est ah arrivée oui, le 19 février 2007. C'est ça qu'on oui, a. est arrivé par une loi de 2007. Une proposition de loi, plus précisément, dont je n'ai pas oublié ni la date ni l'auteur. Mais ceci étant, c'est parce que ça a été effectivement le début de l'accélération de la financiarisation. L'introduction de la fiducie, ça a été l'accélération de la financiarisation de l'économie et de la commercialisation du droit français. Mais peu importe. En tout cas, l'état civil n'a rien à voir avec ça et en particulier l'état civil dans nos pays et l'héritier des registres paroissiaux qui n'ont jamais été dans le champ commercial, qui n'ont jamais été des entités commerciales. Le registre paroissiaux, c'est une façon de dire, voilà, quand une personne naît, eh bien, elle rentre dans la communauté et donc elle a sa place dans le groupe. De la même façon que quand il y a quelqu'un qui décède, bon, bah, on note qu'il n'est plus là. Voilà, on ne va pas continuer à le désigner ou à le faire voter. Il n'est plus là, il n'est plus là. C'est tout. Il perd ses attributs de la personnalité Et parce qu'il alors, n'est plus. à quoi sert l'acte de naissance? Ça, c'est une question qui me vient maintenant.
L'acte de naissance, Chloé, c'est ce que je viens de t'expliquer. C'est la reconnaissance du fait qu'une personne arrive, une personne nouvelle arrive dans le groupe et que le groupe doit faire avec cette personne, doit lui laisser sa place, lui donner des droits, lui accorder des droits et vérifier qu'elle répond aussi à ses devoirs. C'est son, Oui, mais en soi, si ce papier n'existait pas, on aurait aussi la même place. On est légitime toutes non, les parce deux. que si tu n'as pas d'état civil, comment tu sais reconnaître les filiations? Un tel est issu de quoi et où est-ce qu'il habite? Ok. Comment tu fais pour le gérer sa place dans le groupe? Si tu C'est n'as pour la aucune filiation. trace pour le désigner et tu comprends? C'est Le civil. indispensable. L'état civil est un élément fondamental de l'État. Fondamental. C'est évident. Et quid des corporations, des gouvernements, des États qui sont enfin, je veux dire, des administrations, des institutions publiques qui sont des entreprises, qui sont en tout cas inscrites au registre du commerce. C'est pas Parce que parce ça, que je vous êtes ne inscrit dans un pas du tout. registre du commerce que ça vous transforme automatiquement en entreprise. Je rappelle quand même qu'un État a la caractéristique suivante, c'est que c'est une personne morale de droit public, donc hors du champ commercial. Si vous avez des gens à l'autre bout de la planète qui veulent vous inscrire sur un registre du commerce, ou si vous-même vous vous inscrivez sur un registre du commerce que vous avez vous-même créé, donc ça suppose quand même que vous êtes au-dessus de ce champ commercial, puisque c'est vous qui établissez la règle, eh bien, ça ne change pas la nature profonde de ce que vous êtes. C'est pas parce que l'État a été inscrit par les entités, par les gens qui relèvent du droit anglo-saxon sur des registres du commerce internationaux, que ça change la nature de personnes morales de droit public de votre État. Absolument pas. Je veux dire qu'on ne maîtrise pas ce que les autres font de vous. Mais il faut quand même comprendre qu'en droit anglo-saxon, la personne morale de droit public n'existe pas. Donc, il n'y a que la personne physique ou la personne corporation. Donc, il faut bien, s'ils veulent parler ou traiter avec ces entités-là, ils sont obligés de les traduire dans leur propre système juridique. Donc, ça nécessite et ça justifie ça. Ça ne va pas changer la nature de votre État pour autant. Ça ne va pas Donc, faire que vous devenez une entreprise alors que vous êtes un État. Un État, c'est une personne morale de droit public, je le répète. Maintenant, il est clair que dans notre droit continental. dans notre système Anglo-saxon. juridique, Oui. c'est un système juridique et c'est le système juridique qui est à la base du développement du droit international, je le répète, qui est à la base du développement aussi de la civilisation occidentale. C'est un système dans lequel une partie non négligeable de tout ce qui fait société est hors du champ du commerce. D'accord, Chloé? Oui. Le système anglo-saxon a dérivé à partir du 15e, 16e siècle pour devenir un système de réglementation hégémonique au profit de ceux qui détiennent les capitaux. Donc, ce sont les grands argentiers qui sont les bénéficiaires et les acteurs essentiels de ces réglementations. Ce qui n'a pas été du tout le cas, ce qui n'est historiquement et ce qui n'est théoriquement aujourd'hui toujours pas le cas dans les pays de droit continental. Donc, ils se sont fait cannibaliser par les grands banquiers, Il y a ceux une qui sont derrière les volonté. banques centrales. Oui, il y a une volonté. Bah, ce droit, il est entièrement soumis à la volonté de ces grands argentiers. Mais nous, ils cherchent à nous cannibaliser. C'est clair. Ils cherchent même à cannibaliser le droit international en général, comme on a vu que ça avait été dénoncé par des grands juristes de pays étrangers. D'accord? Donc, c'est pas Oui, parce qu'ils cherchent à nous cannibaliser qu'on est obligé d'accepter et de dire, d'abonder dans leur sens. On peut on est aussi leur d'accord. opposer notre propre histoire, notre propre identité et notre propre système juridique. C'est quand même la moindre des choses. Pour autant qu'on ait les forces de persuasion ou Oui. de Mais les forces, elles qui permettent existent, de il faire. faut juste les remettre en évidence. Elles sont Alors, là. Les textes de loi, tu as montré toi-même tout à l'heure l'article 16 du Code civil, il n'a pas été abrogé à ce que je sache. Donc la personne non, non, humaine est protégée. Fut un temps, le d'accord. droit civil, et d'ailleurs c'est encore vrai, le droit civil dans nos pays est considéré comme le droit commun. Donc c'est celui qui s'applique en priorité et qui s'applique de façon générale, et en particulier à la personne humaine, c'est une évidence. Alors, il y a plusieurs choses là qui se bousculent dans ma tête parce que je me dis que le droit, il est plus tellement appliqué. Mais je voulais juste Bah, revenir quand même sur l'histoire il est plus tellement appliqué, mais il existe, Chloé. Les règles n'ont il pas existe été encore, ouais. abrogées. Tu Il n'est l'as pas bien lu abrogé. toi-même, la dignité de la personne humaine, tout ça, c'est dans le code civil, c'est pas abrogé. On C'est est des bien textes. d'accord. On est d'accord. On est d'accord, on l'a vu, il est toujours en vigueur. Mais pour Donc revenir juste à un juge
un juge, Chloé, est obligé d'appliquer des textes. Quelles que soient ses bonnes ou mauvaises intentions, il est obligé d'appliquer des textes. On peut contester. Alors, il y a des problèmes, en particulier en matière pénale, parce que, pour tout un tas de raisons, mais c'est plutôt l'application, après des textes qui posent problème, concrètement parce qu'effectivement sur les prisons et cetera, il y a tout un tas de problématiques, qui là m'échappent un peu parce que je ne suis vraiment pas pénaliste. Mais je dirais que, je mets, quiconque au défi de me démontrer qu'un juge ne peut pas peut se passer d'appliquer des textes. Non, le juge, il ne fait qu'appliquer les textes en fait. Il n'a pas le choix. Alors s'il est contradictoire, s'il existe des textes non, attends, s'il existe des textes contradictoires, bien sûr, il peut choisir celui qui lui convient le mieux. On est bien d'accord. Et effectivement, notre droit a été, aussi, rendu confus, par cette confrontation et par le fait qu'il y a eu des personnalités mal intentionnées qui ont voulu interpénétrer des règles étrangères à notre système dans notre système. C'est un peu une intrusion comme les vaccins à ADN dans notre système immunitaire. C'est exactement le même principe. Hein. Il faut bien comprendre ça comme ça. Donc effectivement, aujourd'hui, il n'est pas rare de trouver des règles qui soient contradictoires. Mais en l'occurrence, concernant la personne physique, non, c'est pas contradictoire. La personne physique est protégée et basta. Enfin, en tout cas. Si ça se réduisait à des règles qui se contredisent et parmi lesquelles les juges piochent pour faire le droit ou pour appliquer le jugement, ça serait encore raisonnable et ça serait acceptable, je pense. Mais il y a des glissements. Je pense à Stan Mayo, là, qu'on a vu récemment, qui a été inquiété, condamné pour l'opération chocolat lorsqu'il distribuait des chocolats aux gendarmes et aux policiers avec un chef d'accusation qui d'abord s'appelait appel à la désobéissance des forces de l'ordre, je crois, et qui s'est transformé lors du procès en appel à l'insurrection, qui n'est pas du tout la même chose, parce que l'appel à la désobéissance n'est pas un délit, n'est pas un crime. Donc il y a eu un glissement comme ça qui s'est fait, c'était interprétatoire, c'était une interprétation du juge, et qui a fait qu'il l'a condamné. Ah oui, alors après, il y a des influences aussi évidemment politiques dans la magistrature, ça on ne peut pas le nier. Mais néanmoins, si tu as un texte clair, un juge je le répète, Chloé, un juge ne peut pas faire autrement que d'appliquer un texte qui est clair. Donc, dans la mesure où les textes sont pas clairs, où on peut aussi trafiquer les chefs d'accusation en faisant, mais à ce moment-là, c'est normalement le rôle de l'avocat de défendre son client en donnant les arguments démontrant que ça n'existe pas. Après, tu peux perdre en première instance et puis faire appel, etc. Maintenant, il est indiscutable et je ne nierai pas le fait qu'il y a des influences politiques dans la magistrature. D'ailleurs, j'ai même été quand même, je suis même la seule à expliquer quand même que le pouvoir judiciaire n'est même pas une autorité judiciaire parce que en réalité, le pouvoir judiciaire fait partie intégrante du pouvoir exécutif. Il n'y a pas de séparation des pouvoirs. C'est du pipeau, la séparation des pouvoirs. Elle n'existe pas. Donc, oui, tout ça existe, effectivement, Chloé, mais ça ne remet pas en cause notre système juridique et ça ne remet certainement pas en cause les fondamentaux du droit continental. C'est ce que je veux essayer de bien faire comprendre à tes auditeurs. La problématique de la corruption et de l'influence politique, enfin de la disparition du phénomène politique au profit du phénomène économique est un fait que je dénonce depuis assez longtemps pour bien enfoncer le clou. Il est évident que ça existe. Mais ceci étant, ça n'est pas l'essence même de notre système juridique. Ce n'est pas l'essence de notre développement et en tant que civilisation. C'est une dérive. C'est une dérive mafieuse, une dérive liée à la corruption systémique de tout ce qui est de tout par les puissances d'argent. Mais c'est pas pour ça que on ne peut pas se fonder là-dessus pour remettre en cause notre système juridique. Parce que là, si tu fais ça, tu fais le jeu de tes ennemis. Parce que tu renonces toi-même à tout ce qui a été protecteur justement des individus. Donc le risque, c'est de perdre le dernier rempart. Pardon. Le dernier rempart, exactement. Exactement. Donc, il ne faut pas oublier, en gros, si je résume ce que je comprends de ce que tu as dit, il ne faut pas oublier que notre code civil existe, qu'il nous protège dans une certaine mesure et qu'il est important de garder tous ces articles. Bien sûr, et même j'invite tout le monde à l'utiliser comme un bouclier.
bien sûr qu'il faut réinvestir notre droit civil et le réimposer. Et effectivement, il serait souhaitable qu'un grand mouvement politique se développe pour la protection du droit continental et du droit civil, qui est le dernier rempart, je le répète, le droit continental, le système de droit continental et en pratique le code civil est le dernier rempart contre l'esclavagisation totale des hommes. Donc, il faut réinvestir toute cette histoire que nous avons. Et aucune civilisation n'aurait pu se développer sans cette histoire-là. Donc, et c'est certainement pas le droit anglo-saxon, le système de droit anglo-saxon qui permet à une civilisation de se développer. On voit bien ce qu'il en est. Elle est en train de s'effondrer, justement, la civilisation. On est les derniers feux avant l'extinction, quoi. Hein. Oui, je crois qu'on l'a tous compris. Qu'est-ce qu'on peut Ah oui. faire pour se prémunir alors justement de cette Justement, j'invite Chloé, je vais essayer de donner une image que j'espère être parlante. Vous êtes au Moyen Âge dans un château fort et vous êtes assiégés de tous les côtés. Est-ce que la solution pour se libérer, c'est de sortir du château, donner les clés au château et aller détruire le château? Est-ce que ça, c'est la solution pour se libérer d'après toi? Non, mais non. Bon, ben voilà. Donc, c'est exactement la même chose. Si vous ne défendez pas vos acquis, si vous ne défendez pas tout ce qui a fait votre protection et que vous pensez vous en remettre entièrement aux mains de vos ennemis pour faire ça à votre place, bah, vous êtes échec et mat. Hein. Ça, c'est une évidence. Hein. Je crois que les personnes qui pratiquent disons l'émancipation via le nom, etc., Il n'y a pas d'émancipation via le nom. Le nom n'a jamais été un moyen d'esclavage dans nos contrées. C'est une hérésie de dire ça. Ça n'a jamais existé. De penser ça, ça veut dire que les cerveaux ont été colonisés par la méthodologie du système anglo-saxon, qui est un système esclavagiste, très clairement. Donc toi, ce que tu m'expliquais hors antenne, c'est que ce serait les mêmes qui ont mis en place la mafia bancaire anglo-saxonne, qui seraient à la source de cette piste d'émancipation qui n'en est pas tout à fait une. Disons que je ne me prononce pas sur ce qui s'est passé dans les pays de droit anglo-saxon, parce qu'effectivement, je comprends parfaitement que dans ce contexte, certains individus aient à cœur de sortir de cet esclavagisme. Ça, je ne le conteste pas. Mais ce qui est valable dans les pays sous juridiction anglo-saxonne n'ont rien à voir avec ce qui est valable chez nous. En revanche, imposer cette façon de penser dans nos contrées, ou en fait qui est en total décalage avec l'existence de nos règles et de notre histoire, ça s'appelle de l'ingénierie sociale, ça s'appelle du lavage de cerveau. Donc il y a des relais d'influence, évidemment, parmi des gens qui sont naïfs, par ignorance, mais qui sont dangereux de facto parce qu'ils ont tendance à influer sur le groupe pour faire disparaître en fait tout ce qui a fait notre protection. Et ça s'appelle de l'ingénierie sociale. Voilà. Donc, alors, je doute qu'il n'y ait pas d'arrière-pensée derrière ceux qui sont à l'origine de ça. Alors, pour avoir parlé avec certains, dont Voynich, que je salue, je pense qu'il est tout à fait intègre et qu'il aura des arguments. Ça serait même peut-être intéressant, je ne sais pas si tu serais d'accord, une fois qu'on fasse un débat, ou un débat, disons une opposition de plusieurs idées, une confrontation des idées pour un petit peu démêler les choses. Il n'y a pas de confrontation des idées en matière juridique. Le système, il existe ou il n'existe pas. Soit tu le contestes et dans ces cas-là, tu dois te positionner. Donc, soit tu repars de zéro et tu réinventes, tu prétends à un moment donné réinventer toutes les règles en partant de zéro, donc comme si l'humain venait d'arriver sur cette terre, soit tu réinvestis ton histoire millénaire, ce que je propose de faire. Il n'y a pas de débat. Je veux dire, le débat, il n'existe pas. Le débat, il est entre ceux qui sont favorables au système anglo-saxon, qui est de nature hégémonique et esclavagiste, voire génocidaire, même génocidaire tout à fait, et ce système de droit qui a été très protecteur et que tout le monde veut faire en sorte d'oublier. Non, il n'y a pas de débat à avoir là-dessus. Ça, je m'excuse. Les faits sont têtus. On parle des faits ou on n'en parle pas. Oui, je pense que là, on est sur deux niveaux différents. Il y a les faits, il y a non, mais là, on parle de droit. On ne peut pas parler de droit avec des gens qui ne savent rien du droit. Enfin, il est quand même clair que je ne vais pas aller discuter avec des ingénieurs atomiques pour discuter du fonctionnement d'une centrale nucléaire.
On est d'accord, je ne serai pas la bonne interlocutrice. Moi, on parle de droit, je donne les règles de droit et j'explique la contextualisation et l'origine des règles. Je ne vais pas faire de débat là-dessus, il n'y a pas de débat à avoir, c'est un fait. D'accord, mais entre la personne qui construit entre l'ingénieur qui conçoit la centrale nucléaire et la personne qui veut se protéger des radiations, ça peut peut-être se rencontrer à un endroit, même si on n'est pas sur les mêmes Mais niveaux il y a de pas, compétences. on peut se protéger, je le répète, la meilleure protection, c'est de réinvestir nos règles historiques, traditionnelles, fondamentales, que tout le personnel politique en place veut tout faire pour anéantir et les faire disparaître. Donc, la meilleure protection, c'est de réinvestir ça et de le balancer face à ce personnel politique corrompu qui sert de dirigeant pour des États qui ne sont plus que des coquilles vides, puisqu'on voit que c'est les intérêts primordiaux des grands détenteurs de capitaux qui ont tendance à imposer leur volonté par les lois, par ceci, par cela. Néanmoins, cet article 16 du Code civil, il n'est pas nouveau et il ne vient pas d'une loi récente. C'est tout le système millénaire de concepts et de conceptualisation juridique du droit qu'on appelle aujourd'hui continental qui est derrière. Donc c'est ça qu'il faut réinvestir. C'est pas les règles aujourd'hui qu'on va nous balancer 10 000 nouvelles règles par jour qui vont changer quoi que ce soit à ce système traditionnel. La meilleure défense pour nous, c'est de réinvestir notre système traditionnel aux dépens de ce que veut le personnel politique en place. Alors concrètement, comment on réinvestit ces règles? Eh ben, on réinvestit déjà en sachant qu'elles existent et puis en les mettant en avant et en disant écoutez, nous, droit continental, c'est le dernier rempart contre tout ce que vous voulez nous imposer. Donc, c'est prendre conscience de la réalité et d'utiliser ce qui peut, parce que très honnêtement, il y a beaucoup de gens qui sont favorables au retour de ce droit continental en tant que droit équilibré, recherche de vérité, protection de la personne humaine, de sa dignité et de son libre arbitre, tout ça, ce sont des valeurs qui ne sont pas majoritairement contestées par les gens qui vivent en Europe. Hein, ou alors, il faut m'expliquer qui conteste ça. Enfin, si, j'ai quelques idées. En général, ceux qui sont au pouvoir, mais pas les gens ordinaires qui essayent de survivre au jour le jour et qui essayent de trouver des solutions. Donc ceux-là, ils sont tous d'accord pour protéger la dignité de la personne humaine, son libre arbitre, protéger un État qui ne soit pas une entité commerciale, revaloriser tout ce qui est hors du champ commercial. Moi, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de gens qui soient contraires à ces valeurs-là. Donc il faut réinvestir ces valeurs, il faut réhabiliter ces valeurs, d'accord? C'est ça qu'il faut faire. Je vais présenter donc ton site Révolu Droit. J'imagine qu'il y a un onglet pour poser des questions. Non, mais il y a une adresse internet, donc ils peuvent poser des questions en écrivant à l'adresse. Okay. En sachant que on n'est pas toujours, on n'est pas organisé comme un État, c'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup de personnes, on n'est pas toujours très réactif parce qu'on n'a pas les moyens d'être réactif. Donc il faut de l'indulgence et voilà. Maintenant, je veux dire que les gens qui parlent de droit, j'aimerais quand même, a priori, qu'ils se renseignent sur les sujets qu'ils évoquent. Parce qu'il y a une différence fondamentale entre deux systèmes juridiques, le système anglo-saxon et le système continental. Voilà, ça, je crois qu'on a bien fait la distinction, on a bien compris dans cette émission qu'il y avait ces deux droits et qu'ils ne sont pas identiques. Ils ne sont pas compatibles. Il y a des gens qui veulent les rendre compatibles, mais justement, il faut s'opposer à ces gens-là. Donc ici, c'est droit continental. Ok, Valérie. Pour une première émission, je pense qu'on a un peu dégrossi certaines notions qui sont sensibles. Peut-être on fera un deuxième épisode pour approfondir. Peut-être que les personnes qui nous regardent peuvent poser des questions précises que je pourrais te poser pour aller plus loin. Et puis on continuera à donner le plus de clés possible. L'idée, c'est pas du tout de s'opposer et de discréditer les actions qui marchent, encore une fois. Toutes les personnes qui ont engagé des actions qui ont fonctionné jusqu'à présent, en tout cas, moi, je les encourage à continuer, mais en ayant les bons concepts, en connaissant ce qui existe, en s'en servant et en je trouve pas mes mots, en amplifiant avec les bons leviers.
Les bons Et en leviers. activant, et merci beaucoup Valérie, les bons leviers. Pour l'instant, on vous laisse sur ces mots. On va vous présenter le générique de fin qui est choisi par Valérie. C'est la chanson de Damien Saez, Jeunesse, lève-toi. Et on vous donne rendez-vous très vite pour des prochaines émissions. Soit toi Valérie, soit moi. Et puis ensemble, on continue à informer. Merci à toi et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci Chloé, bonne soirée. Comme un éclat de rire vient consoler tristesse, comme un souffle à venir vient raviver les braises, comme un parfum de soufre qui fait naître la flamme. Jeunesse, lève-toi contre la vie qui va, qui vient, puis qui s'éteint, contre l'amour qu'on prend, qu'on tient, mais qui tient pas, contre la trace qui s'efface derrière de soi. Jeunesse, lève-toi. Moi contre ton épaule, je repars à la lutte, contre les gravités qui nous mènent à la chute, pour faire du bruit encore, à réveiller les morts, pour redonner éclat à l'émeraude en toi, pour rendre au crépuscule la beauté des aurores. Dis-moi qu'on brûle encore, dis-moi que brûle encore cet espoir que tu tiens parce que tu n'en sais rien, de la fougue et du feu que je vois dans tes yeux. Jeunesse, lève-toi. Quand tu vois comme on pleure à chaque rue sa peine, comment on nous écarte, perfusion dans la veine. À l'ombre du faisceau, mon vieux, tu m'auras plus. Ami, dis quand viendra la crue. Contre-courant toujours sont les contre-cultures, au gré des émissions, leur gueule de vie d'ordure. Puisque s'en est sonné la mort du politique, l'art est aux rêves utopiques, pour faire nos ADN un peu plus équitables, pour faire de la poussière un peu plus que du sable. Dans ce triste pays, tu sais, un jour ou l'autre, faudra tuer le père, faire entendre ta voix. Jeunesse, lève-toi, au clair de lune indien, toujours surfer la vague, à l'âme au creux des reins, pour aiguiser la lame. Puisqu'ici il n'y a qu'au combat qu'on est libre, de ton triste sommeil, je t'en prie, libère-toi. Puisqu'ici il faut faire des bilans et du chiffre, sont nos amours toujours au bord du précipice. N'entends-tu pas ce soir chanter le chant des morts? Ne vois-tu pas le ciel à la portée des doigts? Jeunesse, lève-toi. Comme un éclat de rire vient consoler tristesse, comme un souffle à venir vient raviver les braises, comme un parfum de soufre qui fait naître la flamme. Quand plongé dans le gouffre, on sait plus où est l'âme. Jeunesse, lève-toi contre la vie qui va, qui vient, puis qui nous perd, contre l'amour qu'on prend, qu'on tient, puis qu'on enterre, contre la trace qui s'efface derrière de soi. Jeunesse, lève-toi. Jeunesse, lève-toi. Au clair de lune indienne, toujours